remusqué, du Marais à la Grande Allée. Le Conseil des trappeurs de fourrure sauvage maintient son engagement à accroître la valeur de votre fourrure avec cette vidéo d'instruction. Nous espérons qu'avec cette vidéo, vous comprendrez l'importance de la manipulation de la fourrure et comment cela affecte tous les aspects du parcours de vos peaux vers le consommateur. Une fourrure bien apprêtée profite à tout le monde. Notre position comme propriétaire ainsi que NAFA nous donne cette opportunité. L'objectif du vidéo est d'apprendre aux nouveaux trappeurs les dernières techniques de manipulation du remusqué, de sorte à ce qu'ils puissent obtenir le plus d'argent possible pour leur fourrure. Chaque étape est présentée en détail en vous montrant exactement ce que les techniciens de la fourrure et les manufacturiers recherchent. En tant que membre du Conseil des trappeurs de fourrure sauvage, chacun de vous joue un rôle dans le succès de NAFA. Et vous avez la responsabilité de maintenir la réputation de NAFA en offrant la plus belle qualité de fourrure sauvage dans le monde. Les acheteurs recherchent vos peaux bien apprêtées et cela commence avec vous, les trappeurs. Je crois que vous trouvez cette vidéo instructive et j'espère que les méthodes présentées vous aideront à produire des remusqués bien apprêtés. Séchage, barattage. L'écorchage du remusqué est la première étape cruciale qui permet de s'assurer de maximiser la valeur de la fourrure. Comment vous écorchez et tendez la peau est directement lié à la façon dont la fourrure est dimensionnée et évaluée par les classeurs de NAFA. La première étape est la plus importante, c'est de s'assurer que le remusqué est propre et sec. Plus le remusqué est laissé longtemps dans le piège, plus il sera difficile à sécher. Un remusqué retiré d'un piège rapidement séchera beaucoup plus vite. Si vous ne pouvez pas écorcher les remusqués immédiatement, il est possible de les congeler. Si vous capturez un très grand nombre de remusqués que vous ne pouvez pas tous les apprêter, ils peuvent être congelés en entier. Une chose à se rappeler est qu'ils peuvent être mouillés ou secs, mais ils doivent être mis dans un sac. En général, pas plus de 6 par sac, et mettez vos sacs sur le fond du congélateur que vous allez utiliser. Ne les empilez pas dans un coin, car les remusqués du milieu seront probablement gaspillés avant qu'ils ne gèlent. Faites sortir le plus d'air possible des sacs. Cela empêchera les brûlures de congélation. Lorsque vous les sortez du congélateur pour les décongeler, disposez-les séparément, de préférence sur un sol en béton, afin de permettre une décongélation plus uniforme. Cela peut prendre quelques jours. Veuillez ne pas les décongeler avec trop de chaleur non plus. Vous pouvez commencer le processus du séchage et d'écorchage avec ceux que vous ne congelez pas. La façon la plus commune pour sécher le remusqué est en les suspendant. La circulation d'air est importante. Soyez sûr de ne jamais les accrocher près d'une source de chaleur. Idéalement, ils devraient être dans un endroit frais, de 45 à 50 degrés Fahrenheit, soit de 7 à 10 degrés Celsius. Suspendre les remusqués au mur ou au plafond est seulement une des façons de les faire sécher. Pour accélérer le processus de séchage, vous pouvez également utiliser un compresseur à air. Cette technique peut sécher le poil rapidement. Une autre méthode qui est couramment utilisée dans les maritimes est le barattage. Le but de cette opération est de nettoyer la fourrure. Vous prenez les remusqués mouillés, vous les placez à l'intérieur. Le nombre de remusqués que vous pouvez mettre à l'intérieur dépend de la taille de la baratte. Moi, je peux en mettre une douzaine dans la mienne. Donc, nous allons voir deux avantages, ou plutôt plusieurs avantages de la baratte. Tout d'abord, bien sûr, nous nettoyons l'animal. L'autre chose que la baratte fait, c'est qu'elle donne un peu de statique à la fourrure quand le remusqué se promène de haut en bas dans la baratte. Cette statique fait gonfler la fourrure, ça la rend vraiment belle. Et puis la peau, sur les remusqués, l'autre avantage, c'est que la baratte brise la membrane. De cette façon-là, c'est beaucoup plus facile d'enlever la peau de la carcasse. Maintenant, le bran de scie que nous utilisons dans la baratte est spécifique au trappage. Il est conçu pour l'industrie de la fourrure. Le bran de scie est une combinaison de cèdre et de chêne. Il est broyé en une fine poudre. N'utilisez pas le bran de scie sous votre banc de scie. Vous ne serez jamais capable de l'enlever de la fourrure. Utilisez un bran de scie commercial pour la fourrure
et les broyer pour l'empêcher de coller. Il y a de nombreux avantages au barattage. Il y a le fait que la membrane entre la fourrure et la viande se détache un peu, rendant le processus d'écorchage plus facile. Lorsque nous barattons les rats musqués, c'est en général jusqu'à ce qu'ils soient secs. Habituellement, environ 5 minutes avec du brandy frais. À mesure qu'on utilise le brandy, il prend de l'humidité. Alors, ça prend un peu plus de temps à sécher. Mais de façon générale, environ 5 minutes. La baratte elle-même peut être coûteuse, mais gardez en tête qu'elle peut être aussi utilisée pour d'autres espèces comme le castor ou la loutre. Et la plupart des trappeurs barattent tous leurs poils longs, comme le renard, le coyote, le pécan. Ça rend l'investissement plus rentable. Une autre technique de séchage commune est en 2 parties. Accrocher le rat musqué au plafond et ensuite le mettre dans la baratte. Quand je rentre chez moi après avoir capturé les rats musqués ou trappé des rats musqués, je les apporte ici. Je les fais toujours sécher au plafond avant de les baratter. Puis, quand ils sont secs, je les descends et je les mets dans la baratte. Je les laisse aller peut-être pour 1 minute et demie, 2 minutes, mais mes animaux sont secs avant de les mettre dans la baratte. De cette façon, ils ont seulement besoin d'être barattés pour 1 ou 2 minutes. La fourrure est gonflée quand le barattage est terminé. Comme il est facile à voir, le rat musqué baratté sur la droite est plus dense, plus propre et dans l'ensemble, plus attrayant. Avant l'écorchage, rappelez-vous l'importance de mettre des gants. Pour les trappeurs qui manipulent leur propre rat musqué, il est très important de prendre quelques précautions pour s'assurer votre propre santé et sécurité. La plus importante des précautions est de porter des gants lorsque vous les écorchez. Il y a un petit pourcentage de rats musqués qui sont porteurs d'une maladie qui s'appelle la tularemie. Et la meilleure défense contre cette maladie, c'est de porter des gants, car la maladie est transmise par des coupures ou des entailles dans vos mains lorsque vous écorchez. Donc, en portant des gants, vous pouvez le faire en toute sécurité. La deuxième précaution est de laver soigneusement vos mains avec de l'eau et du savon une fois que vous avez terminé. S'assurer que tout le sang des rats musqués que vous avez sur les mains est lavé immédiatement après l'écorchage. Il faut aussi ne pas oublier que si vous mangez du rat musqué, vous devez être prudent. Si vous choisissez de manger le rat musqué que vous venez de prendre, vous devriez d'abord vérifier le foie pour s'assurer qu'il semble en bonne santé. Un rat musqué infecté par la tularemie va avoir un foie qui ressemble à une fraise. Il va y avoir de petits points blancs sur le foie. Et si vous trappez un rat musqué comme ça, vous ne devriez pas le manger. Toutefois, la peau va quand même être bonne pour le marché de la fourrure. Maintenant, l'écorchage peut commencer. L'équipement est très important, non seulement pour l'efficacité, mais aussi car il en résulte une peau mieux apprêtée. La peau du rat musqué est mince, alors il est important d'avoir des couteaux bien aiguisés. Vous voudrez faire des coupes propres sans déchirer la peau. Certains trappeurs utilisent des scalpels chirurgicaux. Le nouveau couteau Avalon est génial. Et si vous pouvez garder vos lames bien effilées sur vos couteaux, les modèles sont infinis. Ce sont les couteaux que j'aime utiliser. Juste un petit couteau, entre autres. Autour de la tête, j'utilise un scalpel parce que je ne suis pas très bon pour aiguiser les couteaux. Tous ces couteaux vont faire. C'est tous les mêmes. Couper les pattes de devant est habituellement la première étape. Cela permet d'éviter de déchirer la peau lorsque vous tirez les pattes à travers. La façon dont vous maintenez le rat musqué pour les premières coupes varie. Certains trappeurs aiment suspendre le rat musqué pour l'écorcher. Ernie Moffat préfère suspendre les rats musqués. Il est très précis avec ses coups de couteau. Ernie a remporté plusieurs prix de top lot ainsi que plusieurs compétitions de manipulation de fourrure avec l'Association des trappeurs du Nouveau-Brunswick. D'autres préfèrent avoir leur rat musqué sur la table devant eux. C'est une question de préférence personnelle. Un système unique est utilisé par certains trappeurs du Nouveau-Brunswick. 2 clous sont utilisés pour accrocher le rat musqué pour l'écorcher. Nous verrons dans plus de détails cette technique plus tard dans cette vidéo. La première coupe est critique. Faites une entaille tout autour des pattes postérieures. C'est une partie importante de la peau. C'est là que vous allez attacher les côtés de la fourrure sur le moule, ce qui est important pour obtenir la bonne taille. La première coupe doit donc s'étendre du talon de la patte arrière jusqu'à la cuisse, en montant légèrement sur la queue. Cela laissera un petit morceau de queue pour attacher sur le moule plus tard. Cela peut aussi être fait dans le sens inverse, de la queue aux pattes arrière. Une autre technique consiste à utiliser un couteau à filet et à faire une coupe du ventre au dos. Ensuite, courber vers la queue et libérer la peau, à la fois sur le dos et sur le ventre du rat musqué. Si vous préférez dépioter vos rats musqués suspendus, simplement passez vos doigts autour du dos du rat musqué et continuez à séparer la peau de la carcasse. Lorsque vous arrivez au ventre, tirez légèrement la peau vers le bas avec la main en utilisant un couteau seulement pour les endroits difficiles. Lorsque vous écorchez avec un couteau, inclinez aussi votre lame vers la carcasse. De cette façon, si votre couteau glisse, il risque de couper la carcasse et non la peau.
Gardez la peau tendue avec des coups de couteau lents et réguliers à travers le tissu conjonctif. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez les pattes avant. Passez vos doigts devant les pattes et tirez sur ceux-ci jusqu'à ce que la peau dépasse les poignets et qu'elle soit libre des pattes. Continuez à tirer la peau vers le bas, par-dessus la tête, et retirez de la peau le peu de chair du cou et laissez-la attachée à la carcasse. Continuez à tirer la peau jusqu'à ce que vous atteigniez la base des oreilles. Ensuite, faites un petit trait de couteau à travers le cartilage pour libérer les oreilles. There's the back side of the ear. This is the attachment of the ear. And cut it off close to the skull. Vous devriez utiliser un autre couteau que celui que vous avez utilisé pour faire votre première coupe à travers les pattes arrière. Très souvent, en libérant la peau de la tête, vous allez frotter le bord de la lame sur le crâne, ce qui l'émousse. Si cela vous arrive trop souvent, vous perdrez le tranchant dont vous avez besoin pour une bonne et une propre coupe initiale. Continuez à tirer et libérer la peau de la tête jusqu'à ce que vous atteigniez les yeux. Ici, vous voudrez peut-être utiliser la pointe bien aiguisée de votre couteau pour couper le côté de l'orbite de l'œil afin de libérer la peau. Cela vous permettra de mieux voir l'emplacement des yeux et ainsi il y aura moins de chances que votre prochaine coupe crée un trop grand trou autour de l'œil. Maintenant, tirez la peau jusqu'au nez et coupez sur la base du cartilage le plus proche possible du crâne pour ne pas ouvrir la bouche trop grande. La lèvre inférieure peut être laissée sur la carcasse du rat musqué ou enlevée quand il est mis sur le moule. Ceci est important parce que lorsque les rats musqués sont étiquetés avec un code à barre, à la maison d'encan, le code barre est fixé à la peau de la bouche. Si la lèvre est encore présente, elle interfère avec la machine qui fixe l'étiquette. Si vous aimez le système à deux clous et travaillez avec le rat musqué devant vous, après votre coupe à travers les pattes arrière jusqu'à la queue, retirez le rat musqué des clous et placez-le sur votre table d'écorchage. Il suffit de faire une petite coupe là, et vous pouvez passer de la patte à la queue, la base de la queue, la même chose de l'autre côté. Maintenant, couchez-le sur le dos et mettez votre pouce et vos doigts entre deux coupures que vous avez fait à la queue. Laissez un petit morceau de la queue. Il faut laisser un petit morceau de la queue pour l'épingler sur le fût de bois, ou certains utilisent un fût métallique. Détachez la peau jusqu'autour du ventre, un peu là, un petit peu en bas de chaque patte. And just loose him up around the belly there a little and down each leg just a little bit. En le retournant sur le ventre, utilisez encore vos doigts. Coupez et laissez encore un morceau de la queue et détachez la peau ici sur le dos. Descendez sur la patte un peu. Et puis vous mettez vos doigts et vous poussez vers le bas de la colonne vertébrale. Ouvrez avec votre main un peu, prenez ce doigt, allez à l'endroit où il est coupé, tirez tout droit vers le bas de la patte. Même chose de ce côté. Voyez comment je mets mon doigt et je tire vers le bas de la patte arrière? Same thing on this side. See how I got my finger and I'm pulling straight down towards the hind leg. Si vous ne tirez pas directement vers le haut, il y a un risque de déchirer la peau. Encore une fois, c'est le point d'ancrage pour les côtés de la fourrure. C'est une autre raison pour laquelle le barattage de vos rats musqués peut aider. Le processus de barattage brise la membrane qui relie la peau au corps du rat musqué. La peau se sépare donc plus facilement lorsque vous allez l'écorcher avec vos mains. Ensuite, je le tourne sur le dos, sur son derrière et je le pousse à l'envers. Ne tirez pas sur la fourrure. Poussez la carcasse à travers, la tête à travers. Ensuite, il suffit de détacher un peu ici. Prenez un chiffon pour le tenir, simplement en tirant vers le bas de la patte. Si vos rats musqués ne sont pas frais, une technique alternative consiste à pousser la tête du rat musqué à travers. Tout comme tourner une chaussette vers l'intérieur, ne tirez pas sur la peau. Il suffit de tirer le rat musqué à travers jusqu'au-dessus de la tête en laissant le ventre encore attaché à la peau. Maintenant, travaillez vos doigts entre la peau et la carcasse, juste derrière les pattes avant, et poussez le ventre vers le bas, ou soulevez la peau en remontant vers le derrière. Encore une fois, ne tirez pas la peau trop fort, mais plutôt appuyez sur le ventre pour libérer la peau. Cette technique permet d'éviter de déchirer le ventre, surtout si le rat musqué n'est pas très frais. De plus, cela laisserait les glandes sur la carcasse au lieu de les laisser sur la peau. Vous avez donc seulement besoin de quelques petits coups de couteau pour libérer la peau autour de l'anus. Continuez à tirer la peau vers l'arrière de la tête. Une fois que vous avez atteint ce point, placez le cou du rat musqué entre les clous et utilisez-les pour tirer la peau jusqu'à la base des oreilles. Encore une fois, quelques petits coups de couteau à travers le cartilage pour libérer les oreilles. Tirez vers les yeux.
Puis, à l'aide de votre couteau, libérez la peau et tirez simplement vers le nez en coupant près de la base. Ne vous inquiétez pas de la lèvre inférieure, elle sera enlevée de toute façon. Point clé. Portez des gants. Séchez bien ou barattez vos rats musqués. La première coupe doit être franche et faites attention aux déchirures sur les pattes arrière. Faites attention aux cicatrices et aux trous. Ne les agrandissez pas. Laissez un bout de peau sur la queue pour la mise en flux. Gardez les trous des yeux et des oreilles petits. Ne vous inquiétez pas de la lèvre inférieure, elle sera enlevée de toute façon. Les glandes. Une fois que vous avez écorché vos rats musqués, assurez-vous de garder leurs glandes. Il y a un bon marché pour elles, surtout pour la fabrication de leurre, ou vous pouvez les utiliser pour faire vos propres leurres. Elles sont situées sur le ventre de la carcasse. Le nom rat musqué provient de l'odeur musquée sécrétée par ces glandes. Leur nom officiel est glande périnéale. On les retrouve chez les mâles et les femelles, mais elles sont considérablement plus grosses au printemps chez les mâles. Elles sont situées sur le bas du ventre des mâles et s'ouvrent dans les voies urinaires et sont sécrétées dans l'urine. La meilleure façon de les entreposer est dans des contenants allant au congélateur. La congélation après l'écorchage. Si vous êtes pressé par le temps et vous avez besoin de geler les peaux fraîches, il y a deux façons. La première est pour la congélation à court terme, de quelques jours à quelques semaines. Pour cela, posez les peaux en une seule couche sur un carton dans le congélateur et mettez un morceau de plastique sur le dessus. Continuez la superposition de cette façon jusqu'à ce que vous ayez terminé. Puis, quand il est temps de décongeler, ce sera rapide. Pour la congélation à long terme, roulez vos fourrures avec le poil à l'extérieur et emballez-les 10 par sac. Faites sortir tout l'air et scellez bien le sac. Le dégraissage. Il existe plusieurs différentes techniques et outils que la plupart des trappeurs utilisent pour dégraisser leurs rats musqués. La préférence personnelle est la clé. Ce banc de dégraissage est conçu pour le trappeur qui travaille beaucoup de rats musqués. Il n'y a pas de meilleure façon pour dégraisser, tant que le résultat final est propre, que la peau soit sans gras et qu'elle soit bien étirée afin de maximiser sa fourrure utilisable. N'oubliez pas que la qualité et la valeur de la fourrure sur une peau se produit naturellement. La première étape est de s'assurer qu'il n'y a pas de chardon ou de saleté dans la fourrure qui pourrait accrocher l'outil de dégraissage et provoquer un trou. Vous pouvez secouer et claquer la peau. Le secouage rend la fourrure plus lisse et sans bosse. Il la débarrasse de tout résidu de brandy provenant du barattage. Vous n'avez pas à gratter jusqu'à la planche. Tout ce que nous devons nous préoccuper, c'est cette couche de viande et ce gras ici. Portez une attention particulière autour de la bordure. Il faut l'enlever. Cependant, laissez la selle. Ah, vous voyez, il y a une cicatrice. Les peaux de rat musqué sont de nature très mince. Les peaux de meilleure qualité ont également un cuir plus épais. Ainsi, un objectif de dégraissage consiste à enlever toute la graisse, mais à laisser la membrane musculaire, appelée la selle, le plus possible. Enlevez tout l'excès de gras et de viande. Vous laissez une partie de cela dessus, appelée la selle. Voyez ça? Elle fait le tour vers l'arrière. Mais tout le reste, vous avez besoin d'amincir la selle. Ce qu'il faut faire, c'est enlever le gras qui est en dessous ici. Donc, vous pouvez l'amincir et descendre tout le gras au bas de la peau. Les meilleures techniques étirent la peau sur une poutre ou sur une planche, ce qui garde le nez en place, travaillant du nez vers le bas en utilisant un grattoir. Vous pouvez utiliser un grattoir commercial ou une conception fait maison. J'aime utiliser une cuillère pour le dégraissage. Je crois que cela me donne un peu plus de maniabilité pour contourner les pattes. J'ai simplement mis un peu de tranchant sur le bord, je l'ai aiguisé. J'aime bien aussi que ça soit une cuillère en acier inoxydable. Mais vous ne la voulez pas trop tranchante. Vous ne voulez pas déchirer ou arracher la peau. Mais vous voulez être capable de couper le tissu conjonctif et la chair sur la peau quand vous dégraissez. Ça vous donne la flexibilité. Je l'utilise avec mon pouce dedans comme ça, de cette façon. Vous savez, j'ai le contrôle. D'autres préfèrent une cuillère de différentes conceptions, comme Jim Ritchie. Aiguisé, mais pas trop. Cela permet un meilleur contrôle du grattage. Encore une fois, ce que vous devez faire est de gratter et non de couper le gras de la peau. Vous pouvez avoir besoin de couper une partie de la membrane plus filandreuse, mais vous devez utiliser votre couteau ou un scalpel pour cela. La partie la plus difficile à dégraisser et où il y a une plus grande accumulation de graisse est autour des trous des pattes et des épaules. Soyez très prudent quand vous grattez autour des vieilles cicatrices. Vous ne voulez pas les ouvrir. En fait, il est préférable de laisser un peu de gras et de membrane sur ces endroits. Il suffit d'un trou au mauvais endroit pour déclasser une peau comme légèrement endommagée.
En ce sens, il n'y a aucun avantage à essayer de cacher un trou. Les classeurs de fourrure voient des centaines de milliers de rats musqués chaque saison. Ils n'en laissent pas beaucoup passer. Mon neveu qui a piégé un peu avec moi, il le tourne complètement, de cette façon. Attendez une minute, non, comment fait-il? Il le fait d'un côté, tourne le moule, fait l'autre côté. De cette façon, il l'a tourné seulement une fois et il l'a fait les deux côtés. Je le tourne 2 fois, moi. C'est pourquoi il me bat dans les compétitions. Lorsque vous atteignez le bas, essayez de nettoyer le grattoir et enlever l'accumulation de gras avant de gratter le rebord inférieur. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la peau. Vous voulez laisser un peu de membrane, mais vous voulez en enlever plus de gras possible, le plus que vous pouvez. Je vais couper le bas pour enlever tout ça, ça va être plutôt propre. Ensuite, grattez tout le gras qui reste. Souvent, il y a une petite lisière de viande et de gras tout en bas de la peau. Laissez-les là pour l'instant. Elles peuvent être enlevées sur le moule. Point clé. Ne grattez pas trop. Assurez-vous de nettoyer tout le gras, mais de laisser la selle. Dégraissez légèrement sur les cicatrices et les trous. Soyez prudent quand vous grattez sur les mamelons des femelles. Mise en fût. Fût de bois ou en métal, c'est toujours un débat. Mais tous les deux sont corrects. Les moules de rats musqués que j'utilise sont des planches de cèdre faites maison. Je les plane aussi minces que je peux, environ 1/4 de pouce d'épaisseur. Et ceux-ci sont coupés selon le modèle défini par NAFA. Donc, toutes mes tailles et mes formes sont selon NAFA, et ce sont des formes standards. C'est le standard de l'industrie, c'est ce que vous devriez utiliser. Les deux fonctionnent et les deux sont acceptables, tant que le modèle est conforme aux directives de NAFA. C'est ce que la plupart des trappeurs ne savent pas, c'est que les rats musqués sont dimensionnés en utilisant une table lumineuse et un ordinateur, avec un modèle superimposé qui permet de mesurer effectivement les pouces carrés de la fourrure de la peau. Le processus de dimensionnement ne prend que quelques secondes. Cela signifie que le patron de vos peaux doit être bien fait. Quelques conseils. Ancrez le nez, soit avec une épingle à linge dans le cas du fût métallique, ou avec une punaise pour les moules en bois. Centrez la fourrure sur le moule avec le dos du rat musqué, vous faites en face, et étirez les côtés de la peau à leur longueur maximale. N'étirez pas la queue vers le bas. Épinglez les côtés et ensuite épinglez la queue lâchement et assurez-vous qu'elle soit centrée. L'ordinateur sélectionne le point le plus court sur le côté et il commence la mesure à ce point. Cela enlève tout le gras du dos et la rend le bas du dos. Vous voyez la différence? Une grande différence, là. Vous voulez faire ça avant de la sécher? Oui, cela est fait avant de les sécher. J'épinglerai 2 ici. Ces trous ensemble, un peu de gras là. Pin those holes together. A little bit of fat on there. And then again, I trim all of this off. Et encore, j'enlève tout ça, puis encore, j'enlève tout ça. Ça va sécher plus vite. Better? I'm probably all right. Okay. I trim all of this off. It just dries faster. Voici un truc que Bill utilise, un bout de bois avec du ruban électrique. Il s'en sert pour entrer les pattes vers l'intérieur. Cela prévient le déchirement des pattes et rend la peau plus soignée. Maintenant, les peaux doivent être suspendues pour le séchage dans un endroit frais, de 45 à 55 degrés Fahrenheit ou 7 à 10 degrés Celsius. Assurez-vous qu'il y a une bonne circulation d'air. Ne les faites pas sécher dans un endroit chaud ou à proximité d'un poêle à bois. Point clé. En premier, étirez également les côtés. Laissez la queue remonter et épinglez-la lâchement. Refermez tous les grands trous avec des punaises. Enlevez les lèvres et le bord inférieur de la peau. Faites sécher dans un endroit frais avec une bonne circulation d'air. Défutage. Lorsque les peaux sont bien sèches, après environ 2 à 3 jours, retirez-les des moules et coupez la queue devant et derrière, ainsi que le gras autour de l'anus.
N'oubliez pas que la queue est mesurée à partir d'une ligne droite à travers de la peau jusqu'au point le plus bas sur les côtés. Donc, retirer la queue de l'anus n'affecte pas sa qualité ni sa grandeur. Ensuite, prenez un vieux chiffon ou un morceau de serviette et frottez-la devant et arrière de la peau pour enlever l'excédent d'huile ou de graisse qui peut rester. Certains trappeurs aiment utiliser le même chiffon qu'ils ont utilisé pour essuyer leur poudre d'écorchage lorsqu'ils font des castors ou des ratons laveurs. Cette huile ajoutée rend les peaux plus brillantes et donne un aspect de finition. Vous pouvez utiliser une brosse à bouteille pour augmenter le volume de la fourrure. Cela est un bon truc qui aide à la finition générale. Si vous planifiez d'expédier vos rats musqués rapidement, suspendez-les dans un endroit frais et sombre à l'abri des souris. Lors de temps chauds, soyez conscient des coléoptères dermestides, ils peuvent détruire vos fourrures. Vous pouvez les essuyer de nouveau avec un chiffon lors de l'ensachage. Si vous avez des conditions humides, il est préférable de déplacer les peaux vers un endroit plus chaud, de sorte qu'elles ne prennent pas d'humidité et perdent leur élasticité. Si vous prévoyez les conserver un certain temps, le moyen plus sûr est de les garder au congélateur. Enveloppez vos fourrures dans du plastique et faites sortir tout l'air. Fermez bien les sacs avec du ruban et congelez-les. Sortez ensuite vos fourrures quelques jours avant que vous ne soyez prêt à les expédier et suspendez-les pour les faire sécher à l'air libre. Âgez les peaux. Comme piégeurs, nous avons la responsabilité de gérer correctement les ressources que nous utilisons. Nous devons toujours être conscients de la surexploitation. Les rats musqués sont faciles à gérer pour les trappeurs. Les populations sont très localisées et il est très facile de différencier les adultes des juvéniles. Il y a 2 saisons où les trappeurs peuvent récolter les rats musqués, l'automne et le printemps. Lorsque vous trappez le rat musqué l'automne, vous allez prendre un grand pourcentage de rats musqués juvéniles et vous pouvez les identifier avec la peau, les motifs sur le cuir. Normalement, lors d'une récolte, vous devriez avoir plus de juvéniles que d'adultes. En regardant vos fourrures, il sera possible de savoir si vous surexploitez une zone. Règle générale, si vous trappez surtout des adultes, vous en avez probablement trop capturé, vous devriez ralentir votre capture. Vous reconnaîtrez un adulte d'un juvénile en regardant la peau. La façon de distinguer les adultes des juvéniles est la suivante. Les adultes auront surtout un motif tacheté sur le cuir, alors que les juvéniles auront un motif plutôt symétrique, avec une bande de cuir noir ou blanche au milieu, selon le temps où le rat a été capturé. Lorsque côte à côte, il est très facile de faire la différence entre le rat musqué juvénile et l'adulte d'automne. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il peut être difficile de prédire l'âge par la taille. Aussi, gardez en tête que le piégeage du rat musqué est meilleur à l'automne et en hiver. Les trappeurs peuvent récolter les rats musqués soit à l'automne ou au printemps. Si vous avez le choix, il est toujours préférable de récolter vos rats musqués à l'automne. Un grand pourcentage de votre population va mourir pendant l'hiver de toute façon. C'est la période difficile pour les rats musqués. Donc, si vous décidez de récolter vos rats musqués à l'automne, un grand nombre de rats musqués que vous allez capturer ne seraient pas là au printemps de toute façon. C'est donc un bien meilleur moment pour récolter vos rats musqués. Le piégeage de printemps peut être fait, mais soyez vigilants et ne récoltez pas un trop grand nombre de rats musqués. Si vous choisissez de trapper les rats musqués au printemps, vous devriez être un peu plus prudent, parce que les rats musqués qui sont là, quand vous trappez, ce sont ceux-là qui seront les reproducteurs pour l'automne et le printemps prochain. Donc, si vous trappez au printemps, assurez-vous d'y aller doucement et arrêtez dès que vous commencez à avoir des traces de morsures ou des trous dans vos fourrures. Expédiez à NAFA. Lorsque vous êtes prêt à envoyer vos fourrures à NAFA, n'oubliez pas de vérifier la dernière date de réception et le lieu de dépôt le plus près. Cette information est disponible sur le site de NAFA, nafa.ca, ou dans le magazine Trappeur International. Il est généralement préférable de mettre vos fourrures sur le marché dans l'encan le plus proche du moment où elle a été récoltée. L'arrivée à l'entrepôt. Lorsque les pots des trappeurs arrivent à l'une des installations de NAFA, les sacs sont ouverts et chaque pot est apposé avec une étiquette d'un code à bord unique. Le processus de codage à bord commence. Cela permet de suivre les pots tout au long du processus de vente aux enchères. La peau de chaque trappeur peut alors être identifiée et la vente finale créditée sur le compte approprié. La première étape du processus de classement est de sélectionner les rats musqués. La plupart des rats musqués se divisent en 2 grandes sections, ceux de l'Est et ceux du Centre. La section est déterminée par l'endroit où ils sont capturés. La frontière Manitoba et Ontario, au Canada, et à la frontière Minnesota et Dakota, aux États-Unis, sont généralement considérées comme des lignes de démarcation. Il y a 2 différentes sections, celle de l'Est et celle du Centre. Les rats musqués de l'Est sont presque tous pris autour des Grands Lacs, tandis que les rats musqués du Centre sont tous ceux qui ne sont pas pris autour des Grands Lacs. Les rats musqués de l'Est ont une fourrure plus foncée, et ceux du Centre ont une fourrure de couleur variant d'un blond à une couleur très grise. Cela se fait en raison de la génétique.
Certaines régions produisent de meilleurs rums musqués. Une des meilleures sections est probablement celle des rums musqués de New York. Pour une raison quelconque, ils produisent plus de bons rums musqués d'hiver. Je pense que c'est parce qu'ils ont de plus grands marécages, de grands marais de quenouilles. Il faut aussi une bonne alimentation pour produire un bon rhum musqué. Il y a la génétique aussi, parce que ce n'est pas toutes les régions qui fourniront un bon rhum musqué. New York a tout. Il produit un gros rhum musqué et un rhum musqué pesant. Il y a d'autres régions qui produisent de beaux rhum musqués. Il y a une certaine région du Wisconsin qui produit un beau gros rhum musqué lourd. Ce sont probablement les deux meilleures régions. Il est également important de noter que la qualité de nourriture ainsi que sa disponibilité. Habituellement, les grands marais à quenouilles vont produire une meilleure qualité de rhum musqué. Habituellement, le rhum musqué qui se trouve dans un petit étang à castor où l'alimentation n'est pas aussi bonne, en général, vont être de moins bonne qualité que ceux provenant de grands marais de quenouilles. Les couleurs particulières sont classées séparément. Les rhums musqués noirs sont enlevés et mis en lot séparément. La deuxième phase du processus de classement est le dimensionnement des pots. Les rhums musqués sont séparés en 7 groupes de grandeur. Très petit, petit, médium, large, extra large, double extra large, triple extra large. Auparavant, ces grandeurs étaient déterminées par le rapport de la mesure longueur-largeur. Ceci est maintenant fait avec une table lumineuse et la technologie informatique. La table lumineuse mesure les pouces carrés de chaque fourrure. Ceci est très important car la taille de la peau est le résultat direct des soins que le trappeur leur a donnés afin d'assurer le bon étirement de la fourrure. La peau est placée sur la table lumineuse et chacune est rapidement dimensionnée par le nombre de pouces carrés sur un modèle prédéterminé. Jetez un coup d'œil dans le coin supérieur droit de l'écran de contrôle. Vous allez voir que la machine est configurée pour mesurer la longueur, la largeur et les pouces carrés. Il dessine une ligne imaginaire entre les deux côtés de la peau et coupe la queue. Tout ce qui est sur la queue est perdu. Ceci est un point clé dans la façon dont vous étirez les rhums musqués sur le fût. Regardez attentivement la machine. Vous ne gagnez rien en tirant la queue vers le bas quand vous placez un rhum musqué sur un moule. Tirez plutôt les côtés vers le bas et épinglez-les. Et puis, laissez la queue remonter vers le haut avant de l'épingler. Classement. Après le dimensionnement des pots, les pots sont placés vers les tables de classement pour le classement final par les techniciens seniors. La première chose que le classeur de fourrure regarde est la période de l'année durant laquelle le rhum musqué a été récolté. Ceci est déterminé par les schémas de qualité du cuir et la sensation du cuir dans la main du classeur. Le nombre et la taille des trous ou imperfections se fait en une seule manipulation. Le classeur vérifie la densité du rhum musqué en pinçant la peau dans la région du cou. Cela donne au classeur une idée de l'épaisseur de la bourre de la fourrure, la densité du coussin. S'assurer que le coussin est aussi épais que possible est important et le résultat est dans la façon dont il a été traité. Rappelez-vous du processus de barattage et l'importance de sécher le rhum musqué avant de l'écorcher. Aussi, un petit conseil, vous pouvez utiliser une brosse pour les bouteilles, comme on le voit ici par Roger Milligan du Maine. Cela aide énormément dans l'amélioration du coussin de vos fourrures. Regarder la fourrure en pliant la queue est un moyen de vérifier la densité. Un rhum musqué d'hiver de qualité supérieure aura une rupture nette dans la bourre, presque comme une ligne à travers la fourrure. Vous ne pouvez pas créer cette densité avec votre manipulation. C'est dans la qualité de la peau. Mais vous pouvez l'améliorer pour que les acheteurs puissent la voir, ou laisser les poils emmêlés et graisseux de sorte que la densité ne se démarque pas. La façon dont vous traitez vos fourrures peut faire une différence dans la façon dont vos peaux sont classées. Les peaux de rhum musqué sont capturées durant 3 saisons, automne, hiver et printemps. De là, elles sont réparties en 7 catégories. Qualité moyenne automne, bonne automne, moyenne hiver, qualité bonne hiver, select printemps, moyenne printemps, faible printemps. La qualité naturelle d'une peau est le plus souvent déterminée par la saison où elle a été récoltée. La qualité de rhum musqué s'améliore et se détériore en réponse à la longueur des journées et la luminosité du soleil. C'est très facile à déterminer, simplement en regardant le côté du cuir de la peau et la quantité de cuir foncé ou non mature. En règle générale, plus foncé le cuir, plus tôt la fourrure a été récoltée. Les peaux fraîches de rhum musqué ont une apparence saine et brillante. La couleur jaunâtre sur une peau est une indication de manque de fraîcheur. Avec un peu de pratique, tous les trappeurs devraient être en mesure de classer leur capture à la saison. Les meilleurs rhum musqués sont faciles. Ils sont récoltés en hiver, vous pouvez sentir le coussin. Ils ont un cuir gras et épais, nettoyé de toute matière grasse, et ils n'ont aucune imperfection ou trou. La belle teinte bleutée de la bourre est de toute beauté. Un bon nombre de ces rhum musqués sont utilisés pour la tonte. Les SSL ou Super Select sont celles de choix supérieur dans les top lots. Ce sont les meilleures peaux des catégories qualité select printemps ou qualité bonne hiver.
Good finish. Les SEL ou Select sont celles de premier choix. Elles contiennent des peaux de qualité bonne hiver et de qualité bonne printemps, récoltées en fin d'hiver et en début de printemps. La catégorie 1-2 regroupe 3 classes en fonction du moment de la récolte. Bon automne sont les peaux de meilleure qualité récoltées tard l'automne. Moyen automne sont des remusqués plus plats récoltés en début d'automne. Pauvre printemps sont les remusqués très faibles, démontrant clairement des signes de mue. La catégorie SLT sont des peaux avec 1 à 3 petits trous ou imperfections qui demandent des réparations mineures. La catégorie Slight Damage sont des peaux avec 3 trous ou imperfections qui demandent des réparations plus majeures. Pourquoi cette distinction? C'est très simple. Réparer des trous est très coûteux et fastidieux. Ce fabricant de chapeaux de Winnipeg explique comment il répare les peaux. La raison que nous coupons en forme de diamant, si vous mettez la lame à travers et coupez comme ça, alors le cuir sera tout tassé. Donc vous devez faire de cette façon et ce sera tout égal quand la peau sera réparée. Vous pouvez le faire de cette façon avec des trous pas plus grands qu'environ un 25 sous. Si le trou est plus grand, vous devez généralement la laisser tomber. Tout simplement, de gros trous nécessitent des méthodes de réparation plus compliquées et entraînent une plus grande perte de fourrure utilisable. Je vais maintenant la retourner pour vous montrer où ce trou était. Une fois qu'elle sera fixée, cela deviendrait égal avec le reste de la peau. DGD désigne endommagé. Ces peaux-là sont endommagées avec des imperfections nécessitant des réparations majeures. Un classement endommagé est simple. Il est le même, peu importe la saison où la peau a été récoltée. Une peau qualité bonne automne, classée endommagée, a le même classement qu'une peau qualité moyenne printemps, classée endommagée. La catégorie 4 est pour les peaux gravement endommagées, ce qui comprend les peaux gravement chauffées, les peaux endommagées par les souris ou les insectes, les peaux moisies, très déchirées, mordues ou même les peaux mal manipulées. Ceux-ci n'ont aucune valeur sur le marché. Environ seulement 5% des remusqués de la vente d'automne de NAFA tombent dans les 2 derniers classements, endommagés et gravement endommagés. Et pour certaines de ces fourrures, les dommages sont inévitables. Cependant, une bonne partie est attribuable à une mauvaise manipulation. Durant une année, plus d'1 million de peaux de remusqués iront aux enchères, et environ 50 000 fourrures d'entre eux seront endommagées ou gravement endommagées. Terminologie du remusqué. Animaux en mue. Les animaux en mue sont les remusqués récoltés au printemps, un remusqué qui a passé le point de maturité. La première zone de la peau à perdre sa bourre et ses poils de garde est juste en dessous de la région des reins, comme on le voit ici dans le cercle. Cela commence par une zone en forme ovale, plus claire sur la peau. Elle progresse à une couleur tachetée de noir, couvrant la même zone. Plus on est tard dans la saison, plus la zone tachetée devient foncée. Les cuirs papier, ce sont les remusqués récoltés trop tôt à l'automne ou plus tard au printemps. Un remusqué avec un cuir papier, c'est simplement un remusqué avec un cuir très mince. Il peut encore être mature, il peut avoir une belle fourrure, mais quand ils sont minces comme ça, ils vont rétrécir davantage au tannage, plus que les remusqués avec un cuir épais. Le cuir est très sec et mince. Il n'y a aucun gras dans le cuir. Vous pouvez entendre un son de froissement de papier lorsque vous manipulez cette peau. Les fourrures cotonnées, ce sont les peaux qui n'ont pas été correctement séchées avant d'être écorchées et mises sur les moules. Elles n'ont pas la chance d'obtenir un bon classement car le classeur ne peut pas voir la qualité et sentir le coussin sur le dos. Faites sécher vos remusqués avant de les écorcher. Les dos rouges, ce sont les peaux qui viennent de remusqués qui ont été laissés trop longtemps dans l'eau. L'ensemble de la peau a une apparence rouge foncé de pourriture. Le cuir d'une carcasse qui a chauffé, ce sont les peaux qui ont été laissées sur la carcasse si longtemps que lorsqu'elles se sont décomposées, la fourrure se détache littéralement de la peau. Quand elles deviennent si mauvaises, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'expertise. Vous n'avez qu'à les sentir pour les classer.
Celle-ci a une peau qui a vraiment chauffé. Elles sont tous du même trappeur. C'est le même gars qui a piégé chacune d'entre elles. Elles sont tous des peaux gaspillées. C'est un gars qui vérifie probablement ses pièges une fois par semaine, et avec une fois par semaine, c'est ce que vous allez obtenir. Les peaux cuites par la chaleur, ce sont les peaux qui ont été séchées à une température très élevée, peut-être même près d'un poêle à bois. Elles se brisent entre vos mains et n'ont aucune valeur. Les trop grattés, cela se produit quand on gratte trop la selle et la membrane de la peau lorsqu'elle est dégraissée. Vous devez enlever le gras. Vous ne devez pas enlever la partie du cuir lui-même. C'est ce qui se passe avec les rats musqués trop grattés. Les follicules du cuir sont en fait endommagés par un grattage trop intensif. Les brûlures par le gras, ce sont les peaux qui n'ont pas été assez dégraissées. Trop de gras est demeuré sur le cuir et elle n'a pas séché assez rapidement. Les ventres verts, ce sont les peaux qui n'ont pas été écorchées assez rapidement. Elles ont peut-être été laissées pour une journée ou même quelques heures. Ceci est causé par la nourriture dans l'estomac du rat musqué qui se décompose, génère de la chaleur, et ceci affecte la peau et le cuir du rat musqué dans cette région. Il s'agit d'un rat musqué à ventre vert. Ils ont un cuir de couleur caramel rouge foncé. Ceux-là ne se tannent pas très bien. Plus la température de la carcasse est chaude avant l'écorchage, pire sera le ventre vert. Si vous détectez ces ventres verts tôt, écorchez-les tout de suite. Il y aura moins de dommages à la peau. Les moisissures blanches, cela se produit quand on retire les peaux des fûts avant qu'elles soient sèches et que l'on les empile les unes sur les autres et qu'aucun air circule entre elles. Les pertes de poils, ce sont les peaux qui ont perdu des sections de poils en raison de dommages ou de la décomposition des racines des poils. Questions et réponses avec un classeur senior. Beaucoup de gens pensent que les rats musqués sont meilleurs au printemps. Mais est-il vrai qu'il y a un changement dans la couleur de la fourrure au printemps? Vous remarquerez que c'est la même couleur crémeuse partout, et c'est bien un rat musqué de printemps. Nous devons donc garder ceux-là séparés. La raison étant qu'un rat musqué de printemps commence à changer de couleur. Il deviendra plus rougeâtre, comme un vison sauvage le ferait. Plus on est tard dans la saison, vers le printemps, la fourrure commence légèrement à prendre une couleur rougeâtre. Pourquoi est-il important pour le rat musqué d'avoir une fourrure mature? Comment les taches foncées d'une fourrure non mature affectent le produit fini? Toutes taches sombres sur un rat musqué vont être un point faible. Même sur un rat musqué d'hiver, chaque tache foncée, lorsque vous allez le tondre, sera un point faible. C'est pourquoi habituellement vos rat musqués d'automne sont de couleur très foncée et c'est pourquoi la qualité n'est pas aussi bonne. Ils sont faibles partout. Plus pâle le cuir est, plus la fourrure est mature. Ainsi, vos rats musqués les plus matures sont ceux qui sont juste au moment où ils tournent d'un rat musqué d'hiver à un rat musqué de printemps. Ce sont ceux-là, généralement, qui sont de meilleure qualité. Est-ce que tous les trous de pattes déchirés ou trop grands vont automatiquement dans les sections catégorie 1 avec de légères imperfections? Les classeurs disent oui, car une partie de la fourrure utilisable est perdue. Ceci peut être facilement corrigé en enlevant les pattes de devant avant de les écorcher. Il y a un vieux dicton parmi les trappeurs qui dit que les rats musqués adultes d'automne sont de mauvaise qualité. Habituellement, vos gros rats musqués d'automne ou les rats musqués adultes ont déjà survécu à un hiver. Il semble que durant leur deuxième hiver, ils ne produisent pas une bourre très épaisse. Ils n'ont pas une très belle finition non plus. Par contre, ils ont un cuir très épais. Est-ce qu'on peut trop étirer une peau de rat musqué et l'endommager? L'un des pires problèmes de manipulation est la combinaison de trop gratter et de trop étirer la peau. La combinaison de trop gratter et de trop étirer la peau peut abîmer les rats musqués et ils finiront par être mis dans une catégorie endommagée. Souvent, les trappeurs vont essayer de dissimuler les vieilles cicatrices sur une peau. Est-ce que cela aide? Normalement, sur un rat musqué d'hiver, les cicatrices ne s'ouvrent pas. Mais sur un rat musqué d'automne ou un rat musqué de printemps, pour une raison quelconque, s'il y a une cicatrice, vous pouvez habituellement l'ouvrir avec l'ongle du pouce. Si vous pouvez l'ouvrir avec l'ongle du pouce, la peau doit aller dans la catégorie 1 avec de légères imperfections. Quels sont quelques-uns des problèmes les plus courants que vous avez vus avec des peaux de rat musqué qui pourraient être facilement évités? L'un des pires problèmes de manipulation est la combinaison de trop gratter et de trop étirer la peau. Les top lots sont des prix très prestigieux. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un top lot? Les 50 meilleures peaux, qui vont être notre top lot, vont être choisies au hasard parmi les peaux de meilleure qualité pour les ventes. Elles vont être les doubles ou triples extra larges de la section Qualité bonne hiver de l'Est. Le top lot est généralement choisi par le classeur qui les a classés lui-même. Avez-vous des conseils pour les trappeurs sur la manipulation de leur fourrure?
Une manipulation appropriée va définitivement élever le prix de l'ensemble de la collection. Les acheteurs aiment voir ces remusqués manipulés correctement et personne ne veut prendre le risque de tanner des peaux mal apprêtées. Il vaut vraiment la peine de mettre des efforts supplémentaires pour faire un travail de manipulation approprié sur vos remusqués. Préparation pour l'enquête. Après que les peaux aient été classées, un échantillon aléatoire de 50 peaux est sélectionné dans chaque catégorie. Ces lots sont appelés lots d'exhibition. Ces lots sont exposés juste avant la vente afin que les acheteurs puissent les évaluer. Le reste des pots de chaque classement sont transportés en vrac pour être emballés pour l'expédition aux acheteurs après la vente aux enchères. Pour la vente aux enchères, un catalogue est imprimé listant chaque catégorie de pots de remusqués et les numéros de lots dans chaque catégorie. Le catalogue est ce que les acheteurs utilisent pour aider à déterminer quels lots de remusqués répondent à leurs besoins. Et parce qu'il peut y avoir des milliers de remusqués dans chaque classement, ils sont divisés en lots. Chaque lot a un numéro spécifique. Tous ces lots, dans le même classement, sont appelés une chaîne. Donc, les premiers remusqués que vous capturez en début de l'année sont très secs. Le cuir est très sec, la finition est médiocre. Very dry leather, and the finish it's poor. NAFA travaille fort avec les nouveaux acheteurs pour les aider à se familiariser avec les différents types de fourrures sauvages, y compris les remusqués. Tous les bons remusqués sont toujours graisseux. L'idée est de s'assurer que les acheteurs savent ce qu'ils obtiennent et ce dont ils ont besoin. Il s'agit d'un service qui est inestimable pour les nouveaux acheteurs à la vente aux enchères. Ici sont les peaux qualité bon hiver et seul top lot. Ils sont très épais avec de beaux poils de garde. Nice guard hairs on it. Si vous prévoyez tondre les remusqués, cela devrait être fait avec des remusqués de premier hiver ou des qualités bonnes hiver. La démonstration est très détaillée. Vous remarquez que chaque peau va être très grasse. C'est parce que ce sont des remusqués en bonne santé. It's a healthy rat. Lorsque vous le retournez, il y a une bonne coupure comme ça. Vous savez que c'est un beau remusqué dense. Chaque type de remusqué est démontré. Alors que la saison avance, ils commencent à perdre. Ils auront encore un peu de gras, mais ils commencent à perdre ces marques d'hiver. Ils commencent à être de la même couleur partout. Donc, c'est un bon remusqué de printemps. La qualité est toujours très bonne. Au fur et à mesure que la saison progresse, l'apparence du remusqué change. Puis, après cela, ils commencent à redevenir secs, ils commencent à perdre leur graisse. Ils sont de nouveau secs. This is an average spring rat. Il s'agit d'un remusqué de printemps moyen. Et avec votre remusqué de printemps de qualité moyenne, vous serez certain qu'ils sont en train de muer. Il y a un point faible sur les reins. Chaque fois que vous voyez cette couleur plus claire, la bourre est en train de devenir blanche. Il devient faible. Si vous les tondre, vous allez toujours voir ces points faibles. Les peaux endommagées, ceux avec de petits trous, sont appelés très légèrement endommagés. Il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 petits trous. Vous devrez être en mesure de tous les réparer. Certains ont seulement un trou sur le ventre. Donc, elles devraient avoir à peu près toute la même valeur parce que vous pouvez encore les réparer. Les peaux avec beaucoup plus de dommages sont appelées légèrement endommagées. Avec les très légèrement endommagés, si c'est un petit trou ici, un petit trou ici, un autre trou là, il suffit de les coudre. Ils peuvent être réparés. Mais avec un trou comme celui-là, vous ne pouvez pas les réparer. Il s'agit en fait d'une pièce manquante. Acheteur. Quand vient l'actuelle vente aux enchères, les appels d'offres se font compétitivement et de nombreux acheteurs ont perfectionné leurs compétences au cours des années. Ils connaissent le produit et comprennent le processus. We've been buying muskrats for over 50 years. I think we've handled more than 5 million in that time, and we make plates. Nous achetons des remusqués depuis plus de 50 ans. Nous en avons manipulé facilement plus de 5 millions durant cette période.
nous fabriquons des couvertures et toutes sortes de choses en remusqué. Une couverture étant, on tanne les peaux, on les assemble selon les couleurs. Nous les vendons soit naturelles, soit teintes, et elles peuvent être utilisées pour faire des garnitures ou des manteaux. Il y a de nombreuses années, quand l'Europe était un grand consommateur de fourrure, les remusqués étaient utilisés pour fabriquer des manteaux. Par exemple, il s'appelait en avant Nersbisum, remusqué vison. In German, for instance, Natsbisum, mink musquash. En fait, Michael Lefrund est dans le commerce de la fourrure depuis 50 ans et a commencé sa carrière à Londres, en Angleterre, dans le triage de remusqué. Il connaît son métier quand il s'agit de peau de remusqué. One of the first items that I ever sorted as an apprentice at the Hudson's Bay in London. Je me souviens d'un des premiers articles que j'ai triés comme apprenti à la baie du Son à Londres. C'était le remusqué. Ils apportaient des sacs que nous ouvrions puis nous disaient de les séparer en différentes catégories. Et derrière moi, il y avait de grands paniers. Je lançais les peaux là-dedans, les deuxièmes grandes là-dedans, les endommagés par là. C'était très intéressant. Nous avons appris à propos du tri de remusqué assez rapidement. Very interesting, and we picked up on muskrats pretty quick. Comme beaucoup d'acheteurs, Michael achète des remusqués pour plusieurs raisons. Les différentes qualités de remusqués servent aux différents besoins du secteur de la fabrication. Ils peuvent être utilisés pour les chapeaux, des manteaux, des vestes et même des garnitures. Tout simplement, dit-il, les peaux de remusqué peuvent être transformées en de beaux vêtements. The flank, the belly, we sew the plate and then Nous shear it. tondons le flanc, le ventre, nous cousons la couverture, puis nous tondons le tout de nouveau. Cela nous donne une magnifique couleur grise avec des reflets dorés. C'est merveilleux. It looks wonderful. Quand vient le temps de faire une offre à la vente aux enchères, Michael joue soigneusement ses cartes. Il choisit les meilleures peaux et fait une offre sur elles. Il admet que si les peaux sont d'une grande qualité, ça lui dérange pas de payer. I don't mind them paying that price. Ça me dérange pas de payer ce prix pour ces belles peaux de remusqué. En regardant cet acheteur qui examine les peaux, vous voyez l'importance de baratter le remusqué et de nettoyer le gras sur la partie inférieure. La plupart des acheteurs examinent les peaux de plus près que les classeurs. C'est pourquoi les peaux de moins de qualité, les peaux endommagées, ne sont pas aussi attrayantes pour plusieurs raisons. Le coût de réparation des peaux peut être considérable. La réparation des peaux endommagées, la couture des trous, l'expédition des peaux à l'étranger et le tannage peuvent devenir trop chers. Ceci rend donc l'achat des produits bas de gamme peu attrayant. 5.5% auction fee, and then shipping the 5,5 de taxes de vente et puis l'expédition de la marchandise vers la Chine et vous devez les tanner. Et qu'est-ce que vous obtenez? Une peau avec de nombreux trous. OK, et nous ne voulons pas acheter du fromage suisse. cheese. Comme vous le savez, l'ensemble du travail pour le remusqué est très intense. Ce sont des petits articles. Ils contiennent beaucoup de travail. Le tannage de la peau. A lot of labor, the dressing of the skin. Certains achètent des remusqués pour les chapeaux. Mainly in the construction or the building of muskrat hats. A lot of them go into our RCMP, our... Je suis principalement dans la construction et la fabrication de chapeaux de remusqué. Beaucoup d'entre eux vont pour la GRC, l'OPP, le QPP, les forêts, les prisons fédérales, les gardiens. Ils portent tous le même style de chapeau. Ce sont des soumissions du gouvernement qui sont lancées aux compagnies avec qui je travaille. Je dois donc gagner les appels d'offres. La plupart des acheteurs recherchent des peaux de qualité supérieure. Patterson fait remarquer que NAFA a le plus grand choix de remusqués, ce qui rend la vente aux enchères de NAFA très importante pour nous. Well-handled muskrats always go into the better grades, which... Un remusqué bien manipulé va toujours dans les meilleurs classements, ceux qui ont une valeur marchande plus élevée, et c'est bon pour l'encan, bon pour les compagnies qui les utilisent, et généralement très bon pour le producteur. Vous le savez, le trappeur. You know, the trapper. Cet acheteur de Beijing achète de NAFA environ 100 000 remusqués chaque année en raison de la sélection. Usually we take the Habituellement, je vais prendre les remusqués de meilleure qualité et ceux de grande taille. of the muskrat. Pour Lefrund, ses conseils pour le trappeur comportent 3 volets. Les remusqués doivent être piégés lorsque leurs peaux sont à leur meilleur, ils doivent être manipulés correctement pour éviter les dommages. Il dit que le piégeage doit rester viable. I have the impression that there are less people in this industry, and it's a shame because it is a wonderful industry. J'ai l'impression qu'il y a moins de gens dans cette industrie. C'est dommage car c'est une merveilleuse industrie. Nous avons connu des hauts et des bas, nous avons eu des moments où les prix ont augmenté, nous avons été émerveillés. D'autres fois, les prix ont baissé et nous avons pleuré, vous savez. Mais fondamentalement, il y a moins de gens dans cette industrie. Nous avons donc un problème, car la production de la fourrure sauvage, là où on peut piéger, les capturer, ça diminue. Même avec ces prix élevés, nous n'avons pas les captures normales que nous devrions avoir. Anka.
Lorsque les enchères commencent, chaque acheteur a déjà marqué son catalogue avec les lots de Rimouski qui ont la qualité recherchée. Un grand nombre des acheteurs, quand ils mettent en valeur leur choix, ils écrivent en code de sorte que personne ne sache ce qu'ils écrivent. Le premier lot de chaque espèce qui figure est toujours la catégorie Top Lot. Ce sont les meilleurs des meilleurs. C'est très prestigieux pour un trappeur d'avoir une peau dans le Top Lot. C'est tout autant prestigieux pour l'acheteur qui reçoit également une plaque en reconnaissance de son achat d'un Top Lot. Quand la vente aux enchères commence, les enchères sont rapides et furieuses. Les appels d'offres se terminent et le lot est vendu lorsqu'un seul soumissionnaire demeure avec sa main levée. L'acheteur gagne le lot, mais il a aussi le droit de prendre le reste des lots qui sont dans le même classement de Rimouski au même prix. C'est ce qu'on appelle une chaîne. Si vous écoutez la vente aux enchères en ligne, chaque fois que vous entendez un coup de marteau, un lot a été vendu. Si vous entendez le marteau à plusieurs reprises, alors plusieurs lots ont été vendus. Parfois, vous entendez des coups de marteau à répétition, mais vous n'entendez aucune offre. C'est parce que le gagnant a choisi de prendre tous les lots dans ce classement. Regardez cette vidéo et vous verrez les coups de marteau à plusieurs reprises. Le marteau est tombé 8 fois, ce qui signifie que l'acheteur a acheté 8 lots de la chaîne. 8 lots de la même catégorie et la même qualité de Rimouski au même prix. Regardez cet achat. Le marteau est tombé 4 fois, ce qui signifie que 4 lots du même classement ont été achetés. Processus de tannage. Une fois la vente aux enchères terminée, les peaux sont expédiées au tanning, où le processus de leur transformation en vêtements, chapeaux et autres accessoires commence. La première étape consiste à enlever les codes à bord et les étiquettes. Les tanneurs doivent être très prudents pour ne pas faire de trous dans les peaux. La prochaine étape est de couper au milieu du ventre pour ouvrir la peau complètement. Ensuite, les tanneurs tatouent la tête du Rimouski avec le numéro du client et l'enregistrent. De cette façon, ils savent quel client reçoit quelle photo. Les Rimouski sont ensuite trempés dans une solution chaude. Une variété d'agents de conservation y sont ajoutés pour faire en sorte que les peaux restent douces, souples et durables. Une fois que les Rimouski sont retirés de la cuve, ils sont placés dans un baril et centrifugés pour enlever l'excès d'eau. Après la centrifugation, ils sont retirés et ensuite ouverts à la main et mis à plat les uns sur les autres. Un autre procédé de dégraissage a alors lieu. Il s'agit d'un processus délicat qui, encore une fois, doit être fait à la main. Après plusieurs jours de huilage, les peaux sont barattées à nouveau et le cuir est nettoyé. Ce processus de nettoyage élimine les petits morceaux de membrane qui restent sur le cuir. La dernière étape consiste finalement à étirer légèrement les Rimouski en longueur et en largeur. Cela maximise leur taille. Avant que les Rimouski quittent la tannerie, ils sont estampillés avec le logo de la tannerie. La manufacture de chapeaux de Rimouski. Un des chapeaux les plus populaires est le chapeau de Rimouski Melton. Sa production est un travail minutieux. Chaque peau est examinée de près et les trous sont découpés à la main en forme de diamant. Une coupe en forme de diamant empêche le cuir de s'amasser une fois que la peau est cousue ensemble. Chaque trou doit être cousu individuellement. Le cuir est ensuite humidifié avec de l'eau en préparation pour la fixation. Le processus de fixation agrandit et rend le cuir plus facile à couper. Chaque peau est ensuite agrafée sur une planche pour l'agrandir. Une fois sèche, la peau est retirée de la planche et les agrafes sont enlevées. Ensuite, les patrons sont faits. Les patrons de chapeau sont tracés sur le cuir et numérotés. Les peaux sont ensuite découpées selon le modèle. Chaque coupe se fait individuellement à la main. Une fois que chaque morceau est coupé, les bords sont teints en noir. Cela est fait pour camoufler les bords blancs dans le cuir. Maintenant, les peaux sont prêtes à être cousues ensemble pour en faire des chapeaux. Ici, les chapeaux commencent à prendre forme. Là encore, chaque étape du processus est très détaillée et fait à la main. La coquille et la doublure sont ensuite ajoutées. Le chapeau est ensuite retourné à l'envers et les trous restants sont cousus. La dernière étape est de les préparer à être expédiés.
Manufacture de Chine. En Chine, le processus de fabrication est similaire, mais sur une échelle beaucoup plus grande. Les usines sont plus grandes et le volume de fourrure en cours de traitement est également beaucoup plus grand. C'est ici que la fourrure est transformée et de beaux vêtements pour un marché qui est plus grand que toute l'Amérique du Nord et l'Europe. Une fois que les peaux arrivent à l'entrepôt, elles doivent être assorties pour chaque vêtement individuel. Cette même usine développe également les modèles et les patrons pour chaque vêtement. Les patrons sont découpés et puis les vêtements peuvent commencer à prendre forme. Le processus est lent car chaque étape requiert une expertise et beaucoup de travail minutieux. Le découpage des peaux se fait en fonction des patrons et peut se faire soit à la main ou à la machine, tout dépend du design. La couture est un autre processus détaillé qui nécessite des soins minutieux. Les petites coupures de précision sont faites à la main et à la machine à coudre. Après la couture, les morceaux doivent être mis à plat et la fourrure doit être brossée. Encore une fois, selon le design, cela se fait à la main. Le cuir est ensuite humidifié avec de l'eau en préparation pour la fixation. Le processus de fixation aide à agrandir le morceau. La fixation est réalisée en agrafant à une planche les bords du vêtement. Si le morceau est utilisé comme doublure, il peut alors être coupé une fois de plus. Que la fourrure soit utilisée comme doublure, garniture ou vêtement, le produit final est luxueux, chaleureux et prestigieux. La demande des consommateurs, c'est ce qui motive l'ensemble de la chaîne, du marais à la Grande Allée. NAFA, avec le Conseil des trappeurs de fourrure sauvage, s'est engagé à accroître la demande pour les fourrures de nos membres. Grâce à notre division de promotion, l'Association des fourrures nord-américaines, nous dépensons plusieurs millions de dollars par année afin de susciter l'intérêt des consommateurs et créer une demande pour nos produits. Nous savons que nous devons être prêts à investir dans notre avenir. S'il n'y a pas de demande pour nos fourrures, nous serons tous des agents de contrôle des animaux nuisibles. NAFA commercialise la fourrure sauvage, y compris le remusqué, partout dans le monde, dans tous les marchés clés de la fourrure. La Chine, la Russie, la Corée du Sud, l'Europe de l'Est et même l'Amérique du Nord. C'est là que certains de vos dollars promotionnels vont. Les défilés de mode sont exquis, de niveau élite, avec des journalistes de mode, des VIP, des responsables gouvernementaux. Ce marketing assure que la fourrure demeure dans les magazines de mode et dans les grands magasins, et cela est un investissement qui rapporte au centuple quand est venu le temps de la vente aux enchères. Les acheteurs sont au courant, ce qui est en vogue, ce qui ne l'est pas, et ils achètent leurs produits en conséquence. Pour ceux qui magasinent un manteau de fourrure ou d'autres produits, les styles sont infinis et chaque vêtement est fait individuellement à la perfection. Pour les fanatiques de la mode ou simplement quelqu'un à la recherche de chaleur, se promener dans un magasin de fourrure au détail offre des possibilités infinies. Un manteau de fourrure de remusqué ou un manteau garni de remusqué vous fournira chaleur, luxe et une élégance de longue durée. Tout ce que vous faites en tant que producteur de fourrure a un effet direct sur le produit final. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de ce qui se passe après que vos peaux aient quitté votre garage de trappe et vous a aidé à améliorer vos compétences en préparation de fourrure. Développez un sentiment de fierté pour vos fourrures bien apprêtées et la signature d'un vrai trappeur.